Un soldat rentrait après 6 mois de service acharné sur une frontière brumeuse et saturée de l'odeur de la poudre. Il ne rentra pas chez lui, mais se rendit directement à l'école primaire où sa jeune fille étudiait chaque jour. Quand il la vit, affalée et immobile dans la salle de classe vide, tandis que l'institutrice lui murmurait quelque chose à l'oreille, l'instinct qui l'avait maintenu en vie sur le champ de bataille sonna une alarme silencieuse. Quelque chose de malsain s'accrochait secrètement à son enfant. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge indiquait presque 17 heures. Les portes de l'école primaire d'Oakwood restaient entr'ouvertes pour les enfants qui suivaient des cours de soutien. Une silhouette apparut au bout du couloir, des pas lents et délibérés résonnant doucement sur le carrelage. L'uniforme militaire portait des traces de saleté le long des poignets, et ses épaulettes arboraient encore son grade. Le lieutenant Daniel Vargas revenait de la région frontalière après 6 mois de service. Au lieu de rentrer chez lui, il s'était rendu directement à l'école primaire où sa jeune fille, Mia, allait en classe tous les jours. Dans sa main, il tenait un lapin en peluche usé à l'oreille tombante, un jouet que Mia oubliait souvent. Il se souvint l'avoir vu pleurer une fois parce qu'elle ne pouvait pas dormir sans lui. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres tandis qu'il continuait d'avancer. Le couloir était désert, sans aucun bruit de pas d'enfants ni de rire joyeux. Tout semblait figé dans la lumière qui, s'infiltrant par les fenêtres, découpait le sol en bandes alternées d'ombre et de clarté. Il atteignit la porte de la classe 4B. Elle était légèrement entr'ouverte. À travers l'interstice, Daniel aperçut sa fille. Mia était assise au fond de la classe, son petit pupitre semblant minuscule au milieu des rangées de tables et de chaises bien alignées. Elle avait la tête baissée, les bras enroulés fermement autour de ses coudes, et ses épaules tremblaient légèrement. Ses cheveux tombaient de chaque côté de son visage, le dissimulant. À côté d'elle se tenait une femme penchée, Mademoiselle Holloway, son institutrice. La lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre projetait son ombre allongée sur le sol. Daniel voyait clairement qu'elle murmurait quelque chose à l'oreille de sa fille, sa main posée sur le dos de Mia. Daniel poussa doucement la porte. La charnière grinça doucement, comme le soupir d'une école trop lasse pour avertir quiconque. Mia sursauta et leva la tête. Ses yeux étaient rougis, son regard confus et teinté de peur. Puis, comme si un interrupteur invisible avait été actionné, elle força un sourire. « Papa », sa voix n'était qu'un murmure. Daniel se précipita vers elle. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Il y a un problème ?» Mia secoua immédiatement la tête. « Non, rien ne va pas. Je suis juste un peu fatiguée. » Le cliquetis de talons bas se fit entendre à quelques pas. Mademoiselle Holloway s'avança, souriant doucement, comme si elle sortait tout juste d'un thé d'après-midi. La petite Mia est juste un peu émotive. Son papa lui a tellement manqué qu'elle a eu les larmes aux yeux pendant tout le cours de maths. Et puis, elle a eu du mal avec un problème difficile et n'arrivait pas à le résoudre. Elle se pencha doucement, sa main caressant le dos de Mia. Je ne faisais que la réconforter. Daniel la regarda. L'institutrice semblait avoir une quarantaine d'années, avec des cheveux bruns délicatement coiffés et un rouge à lèvres écarlate. Son attitude était impeccable, ses yeux remplis de l'assurance de quelqu'un qui enseignait depuis de nombreuses années. Mais pendant un bref instant, il vit ce sourire vaciller une fraction de seconde, comme un masque qui glisse légèrement, avant de se rajuster instantanément. Il hocha la tête sans rien dire de plus. Il se pencha et prit la main de Mia. « On rentre à la maison, mon cœur. » Puis, se tournant vers Mademoiselle Holloway, « Merci de vous être occupée d'elle. » La petite fille serra sa main fermement, non pas avec l'enthousiasme joyeux habituel, mais avec la poigne de quelqu'un qui, nageant en eau profonde, touche enfin quelque chose de solide. En quittant la salle de classe, Daniel jeta un coup d'œil en arrière. Mademoiselle Holloway était toujours là, souriant encore, mais ses yeux n'étaient plus doux. C'étaient des yeux affûtés par des années passées à contrôler les autres avec une voix douce et un regard impénétrable. Sur le chemin du retour, Daniel parla à sa fille. Sa voix était aussi légère qu'une brise dans la forêt, celle que l'on emploie avec un enfant qui se remet d'une fièvre. « Papa est de retour maintenant. Est-ce que tout va bien pour toi en ce moment ?» Mia hocha la tête, les yeux fixés sur la fenêtre. « Je suis si heureuse que tu sois de retour. » Daniel plissa les yeux. Le regard de la petite fille ne croisait pas le sien, mais glissait au-delà, comme si elle craignait de toucher quelque chose qui pourrait se briser. Il posa sa main sur son épaule, la caressant doucement. Son corps se tendit une fraction de seconde, puis se détendit. Il ne posa pas d'autres questions. Il avait survécu à des embuscades dans des endroits glacials.
Son intuition de soldat lui disait que quelque chose n'allait pas du tout. Ce soir-là, Mia se coucha tôt. Elle se recroquevilla comme une feuille, serrant le lapin en peluche contre sa poitrine. Daniel se tenait sur le seuil de la porte, la lumière du couloir projetant une douce lueur sur ses épaules. Il n'entra pas, se contentant de regarder. « Papa est de retour, tu peux dormir tranquille. » Personne ne répondit. Mia bougea, ses lèvres remuant dans son sommeil. Daniel observait la petite silhouette de sa fille dans le lit. Dans son cœur, l'intuition qu'il avait sauvé des mines, des balles et des pièges mortels battait à un rythme lent et délibéré. Elle mentait. Et sa fille avait peur de quelque chose qu'il n'avait pas encore vu. 3 semaines avant le retour de Daniel, les matins dans l'appartement du 2e étage étaient toujours d'un calme étrange. Les premiers rayons de soleil filtraient à travers les rideaux, illuminant le vieux tapis à motifs. Clara, la tante de Mia, entra dans la petite chambre, portant une tasse de lait chaud. « Mia, réveille-toi, ma chérie. » Sa voix était douce. La fillette de 9 ans était allongée face au mur. Aucune réponse. Clara posa la main sur l'épaule de sa nièce, la secouant doucement. Mia se retourna, les yeux encore gonflés, les cernes sous ses yeux pâles et distincts. Elle hocha la tête sans parler, puis s'assit tranquillement sur le lit. Le lapin en peluche gisait sur le côté, une oreille effilochée au point de se déchirer. Le petit déjeuner était simple, œufs brouillés et toast. Mia mangeait lentement, sans faire d'histoire, mais sans aucun signe de faim. Ses yeux fixaient le lointain, comme si elle calculait mentalement quelque chose d'inexprimé. Clara lui versa plus de lait, demandant avec hésitation « Est-ce que quelque chose ne va pas à l'école, ma puce ?» Mia leva la tête un instant, puis la secoua. « Non. C'est juste que maman et papa me manquent. J'aimerais que ce soit maman qui me fasse la classe. » Clara resta silencieuse un bref instant. Elle vit l'image de sa sœur décédée se refléter dans les yeux de l'enfant, des yeux identiques, ronds, noirs, et toujours avec une pointe de tristesse persistante. « Eh bien, ta mère rirait de te voir serrer ce lapin comme ça, » dit doucement Clara, essayant de garder une voix joyeuse. Mia ne répondit pas. En se préparant à partir, elle fourra rapidement et discrètement le lapin en peluche dans son sac à dos. Clara le vit, mais ne dit rien. Dans la voiture, Clara jeta un coup d'œil dans le rétroviseur. Mia appuyait sa tête contre la vitre, ses mains enroulées autour des bretelles de son sac à dos sur sa poitrine, comme pour s'empêcher de se dissoudre. Clara ouvrit la bouche pour en demander plus, puis s'arrêta. « C'est peut-être juste des sensibilités d'enfant, » pensa-t-elle. À cet âge, on est facilement triste, facilement en colère, on s'imagine facilement des choses. École primaire d'Oakwood, 7 heures du matin. Le couloir de l'école était animé par le bruit des chaussures et les rires des enfants. Mademoiselle Holloway se tenait devant la classe 4B, vêtue d'une robe bleu clair, de talons bas, un porte-bloc à la main. Son visage affichait un sourire standard, celui que tous les parents connaissaient bien. « Bonjour, petite Mia. » Sa voix était aussi douce que du miel. Sa main se posa sur la tête de la fillette, la caressant légèrement comme on caresse un chat bien élevé. Mia baissa la tête et entra silencieusement dans la classe. Clara observa depuis l'extérieur du portail, puis fit demi-tour avec sa voiture, ne sentant qu'une fine brume lui serrait la poitrine. Mais dès que les parents furent partis, la salle de classe sembla basculer dans une autre réalité. « Alignez-vous correctement. » La voix de Holloway était soudainement tranchante, aussi cassante que du bois pourri. « Que celui qui a renversé la peinture hier s'avance. » Toute la classe se tut. Mia se dirigea lentement vers sa place, les yeux baissés. En passant, mademoiselle Holloway se pencha et lui murmura à l'oreille « Tu marches aussi lentement que ta mère. Tu es exactement comme elle. » Un doigt aux ongles rouges pinça légèrement le flanc gauche de Mia, assez pour la faire tressaillir, pas assez pour laisser un bleu, mais pour piquer douloureusement. Cours de mathématiques, après 9 heures. Toute la classe travaillait sur un problème. Mia regardait la feuille d'exercice, les chiffres se brouillant. Elle se mordit la lèvre, le stylo immobile dans sa main. Alors que mademoiselle Holloway passait, un long doigt à l'ongle rouge vif effleura légèrement l'arrière de son cou. Un avertissement silencieux. Mia frissonna, tout son corps se contractant par réflexe. Mademoiselle Gomez, une enseignante stagiaire présente à l'école depuis un peu plus d'1 mois, était assise au fond de la classe et observait. Elle vit le tressaillement de Mia. Le regard dans ses yeux n'était pas celui de la peur d'une mauvaise note, mais celui de la peur d'être touchée. Elle sortit son carnet et commença à écrire quelques lignes courtes et discrètes. L'après-midi, Clara arriva tôt pour récupérer Mia.
Elle vit Mia attendre près d'une petite rangée d'arbres, son sac à dos serré contre son corps, ses yeux aussi immobiles que l'eau d'un lac après la pluie. « Ça a été aujourd'hui » demanda Clara alors qu'elle montait en voiture. Mia hocha la tête, sans en dire plus. Tout le long du trajet, la petite fille resta assise tranquillement, tripotant l'oreille de son lapin en peluche, comme si elle avait besoin de s'accrocher à quelque chose qui ne fondrait pas sous ses yeux. La nuit tomba. Mia dormait dans sa petite chambre, la veilleuse brillant faiblement. Clara entra pour voir si tout allait bien, remettant la couverture sur elle. Elle se pencha et caressa doucement les cheveux de l'enfant, puis se releva et se détourna rapidement. Dehors, sur son bureau, une épaisse pile de documents l'attendait. La petite fille s'agita, murmurant des mots fragmentés dans son sommeil. « Maman, ne pars pas. Je suis sage. Je n'ai rien fait de mal. » Clara se tenait silencieusement sur le seuil, tenant toujours le surligneur qu'elle n'avait pas encore posé. Ces mots vagues étaient comme une fine fissure dans sa poitrine. Elle sortit de la chambre, fermant la porte. Dans le salon, le thé dans la tasse de Clara refroidissait sur la table. L'écran de l'ordinateur portable était toujours allumé, affichant une série de mails sans réponse, de documents non approuvés. Elle s'assit, les yeux tournés vers la fenêtre où les faibles lampadaires jaunes projetaient des ombres de silhouettes clairsemées. Est-ce que Mia va bien, ou ai-je manqué quelque chose? Elle soupira doucement, sans réponse. Elle savait seulement qu'il y avait un sentiment dans son cœur, rugueux comme un caillou coincé dans sa chaussure. Pas assez douloureux pour s'arrêter, mais assez pour la ralentir toute la nuit. Elle aimait sincèrement sa nièce, mais entre le travail, la vie et les fragments épars de responsabilité, Clara ne pouvait s'occuper d'elle que jusqu'à un certain point. Et parfois, elle se demandait si c'était suffisant. Mercredi midi, cours d'art plastique dans la classe 4B. Le soleil de midi qui filtrait par les fenêtres projetait des motifs tachetés d'aquarelle sur les pupitres. Chaque enfant dessinait librement sur le thème « La maison de mes rêves ». Des traits colorés dansaient sur le papier, mêlés au rire et à l'odeur caractéristique de la colle. Mia restait immobile, le crayon rouge à la main, sans toucher le papier devant elle, une page blanche. Au milieu de la table, le gobelet d'eau pour rincer les pinceaux était posé de manière précaire. La main de la petite fille trembla légèrement en tendant la main vers le pinceau. Ses yeux fixaient toujours le papier, mais la tête du pinceau dévia sur le côté. Le gobelet d'eau se renversa. Le bruit fut faible, mais dans l'atmosphère silencieuse, il résonna comme un coup de feu. L'eau s'étala sur le papier, coulant sous la table. Quelques sifflements se firent entendre. Un enfant dit à voix basse, « C'est encore Mia, la maîtresse va se fâcher. » Mademoiselle Holloway se leva de son bureau. Pas de réprimande, pas de colère. Elle passa devant Mia, son expression inchangée. Mais en passant derrière elle, elle tira fort sur les cheveux de la petite fille avec une phrase sèche, juste assez forte pour que deux personnes l'entendent, « Cervelle de moineau, tout comme ta mère. » Même morte, elle laisse des ennuis derrière elle. Mia ne se retourna pas, ne dit pas un mot, se contentant de se mordre la lèvre fermement. Des murmures étouffés s'élevèrent des tables voisines. Personne ne le dit à voix haute, mais l'atmosphère devint lourde. Les deux enfants assis le plus près déplacèrent leurs chaises, évitant la tache d'eau qui s'étalait, mais leurs yeux ne regardaient pas Mia. Ils regardaient l'institutrice, puis baissèrent la tête. Mia le savait, elle l'avait toujours su. Le silence est parfois plus douloureux que la moquerie. La petite main serra fermement le chiffon. Le tissu humide était taché de rouge, comme du sang. Les joues de Mia rougirent, non pas de honte, mais du sentiment d'être la seule tache d'encre sur une feuille de papier propre. Mia ne pleura pas. Personne ne vit de larmes. Mais dans son cœur, une porte venait de se refermer. La porte menant à un endroit où les gens la croyaient, ou du moins l'écoutaient. Dans le coin de la classe, un garçon observait tranquillement. Aaron, 9 ans, silencieux mais intelligent. Il était assis à une table près de la fenêtre, où la lumière du soleil créait une fine traînée dorée. Il n'avait pas l'intention de regarder Mia, mais quand il vit cette petite main trembler, vit sa bouche se serrer au point de saigner, quelque chose en Aaron bougea soudainement. Il jeta un coup d'œil à Mademoiselle Holloway. Elle souriait toujours, comme si elle venait de dire la chose la plus douce du monde. Le lendemain matin, l'infirmerie de l'école d'Oakwood était plus animée que d'habitude. Un groupe d'élèves faisait la queue pour la mesure périodique de la taille et du poids. Mia se tenait vers la fin. Quand ce fut son tour, elle monta sur la balance sans regarder personne. Son poignet gauche portait une légère ecchymose, de la taille du bout de son pouce, comme si quelqu'un l'avait serré fort en tirant son bras. L'infirmière Anna, l'infirmière de l'école, se pencha et vit la marque. «
Qu'est-ce qui s'est passé ici, Mia? Demanda-t-elle doucement. Mia s'arrêta, ses yeux brillèrent brièvement, puis elle répéta comme un réflexe, « Je suis tombée en courant ». Anna ne posa pas d'autres questions. Mais en remplissant les informations dans le tableau, elle cocha la case « Réaction d'évitement » et traça un petit trait de crayon sous la ligne, demandait un suivi plus approfondi. Tels étaient tous les événements qui s'étaient produits avant le retour de Daniel. Tout le monde autour de Mia voyait que quelque chose n'allait pas, mais personne n'avait assez de preuves pour parler. Les gens choisissaient de rester silencieux, d'observer davantage. Mais maintenant que Daniel était de retour, il ne laisserait pas la vérité dormir et sa fille continuer à souffrir de blessures psychologiques. Tôt le matin, la rosée sur les vitres de la voiture n'avait pas complètement disparu. Daniel Vargas était assis dans sa voiture, ses yeux suivant les portes de l'école d'Oakwood. Sur le siège à côté de lui, Mia était assise tranquillement, son sac à dos serré contre sa poitrine, évitant tout contact visuel. « Tu as bien mangé ton petit déjeuner ?» demanda Daniel en baissant le volume de la radio. Mia hocha la tête. « Tu veux que je t'accompagne jusqu'à la classe ?» Cette fois, elle secoua la tête. « C'est bon, je peux y aller toute seule. » Daniel hocha légèrement la tête mais suivit du regard les petits pas de sa fille. Quand Mia disparut dans le couloir, il ne partit pas tout de suite. Sa main s'éleva et éteignit la radio. Le silence était la première langue d'un soldat en observation. Il sortit de la voiture, abaissant sa casquette de baseball sur son visage. Vêtements décontractés simples, une veste kaki foncé, un jean, des chaussures à semelles souples. Il ne se démarquait pas dans la cour de l'école, mais ses yeux semblaient encore porter la poussière du champ de bataille qui n'avait pas été lavé. Il traversa la cour, s'approchant des salles de classe de 4e année. Dans le couloir entre les classes 4A et 4B, il vit Mademoiselle Holloway aider certains élèves à redresser leurs uniformes. Sa voix était toujours douce, sa silhouette digne. Les parents qui passaient la saluaient doucement, certains murmurant avec admiration. Daniel se cacha derrière un pilier, observant sans un mot. Une petite fille fit tomber accidentellement sa trousse. Mia se pencha pour aider son amie. Holloway se retourna, le regard acéré, mais dès qu'elle vit Daniel de loin, son expression s'adoucit, comme s'il y avait un interrupteur dans sa poitrine. Daniel ne s'approcha pas. Il se contenta de mémoriser, changement d'expression en moins d'une seconde, paroles et corps désynchronisés, posture debout comme un soldat au camp d'entraînement, tendu et contrôlé. 1 heure plus tard, Daniel trouva un moyen de se rendre à l'infirmerie de l'école. Il frappa à la porte, offrant un sourire poli. L'infirmière Anna triait des papiers. « Excusez-moi, je suis Daniel Vargas, le père de Mia en 4B. » Anna hocha la tête. « Ah oui, c'est une fille très sage. » « Je passe pour me renseigner sur les prochaines vaccinations, » dit Daniel, sa voix égale. « Et je veux aussi poser une question plus personnelle. » L'infirmière Anna leva les yeux, son regard un peu méfiant. Daniel continua, « Avez-vous déjà vu une ecchymose ou quelque chose d'inhabituel sur Mia? Des bleus, des égratignures ou des marques étranges ?» Silence. Quelques secondes seulement, mais assez lourdes. « Je sais que Mia est une enfant sensible, » dit Anna en baissant la voix. « Et j'ai aussi remarqué quelques petites choses. » Daniel s'assit, se penchant en avant. « Quoi exactement? Pouvez-vous être plus précise? » Anna ouvrit un tiroir et en sortit un carnet de suivi de santé. Elle l'ouvrit au nom de Mia. Daniel vit 5 entrées au cours des 2 derniers mois. 17 mars, égratignure au poignet droit, raison, chute. 25 mars, ecchymose sur l'omoplate gauche, raison, heurter un ami en courant. 3 avril, rougeur autour du cou, suspicion d'ongles. 9 avril, yeux fatigués, expression endormie, perte de poids. 12 avril, ecchymose sur la main gauche, marque légère, l'élève dit être tombé. Je demande toujours avec attention, mais Mia dit seulement je suis tombé. C'est toujours la même chose. Je l'ai noté pour suivi, mais... Anna soupira doucement. L'école n'agit que lorsqu'il y a une vérification claire. Personne n'agit sans preuve. Mademoiselle Holloway est une enseignante clé, elle est très appréciée. Pensez-vous que Mia a peur d'elle? Demanda Daniel. Anna hocha lentement la tête. Certainement, oui. Mais elle est très douée pour le cacher. Daniel quitta le bureau, le cœur lourd, comme s'il portait des pierres autour de la poitrine. Sur le chemin du retour, il appela Clara. « As-tu vu quelque chose d'étrange chez Mia ces derniers temps ?» L'autre bout de la ligne hésita. « Pourquoi me demandes-tu ça? Dis-moi juste la vérité. » Quelquefois, je l'ai vue faire des cauchemars, crier.
Une nuit, elle a crié « Ne me tire pas. Ne me frappe pas. » Je pensais que ma sœur lui manquait, que sa mère lui manquait. Daniel ne répondit pas. Sa main serrait le volant, ses yeux ne quittant pas la route goudronnée. Dehors, une volée d'oiseaux s'envola des lignes électriques, comme une formation qui se brise avant une tempête. Ce soir-là, il s'assit seul dans le petit bureau à la maison. La table en bois était bien rangée, la lampe de bureau brillant faiblement. Dans sa main, il tenait le carnet relié en cuir qu'il utilisait encore en mission, une habitude de noter les heures, les détails, les signes inhabituels. Sur la première page, il traça une chronologie, 17 mars, égratignure. 25 mars, échymose. 3 avril, cou rouge. 9 avril, fatigue. 12 avril, échymose. Il tourna la page, écrivant, coïncide avec les jours de classe de Holloway. Il entoura le nom de Holloway au centre d'un diagramme en toile d'araignée. Autour, il traça des branches menant à Mia, marque physique, signe psychologique, évitement du contact, réflexe de défense. Une autre branche, infirmière, dossier correspondant. Puis une flèche rouge, enquête plus approfondie, camarade de classe. Daniel se pencha en arrière dans sa chaise. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un père ordinaire. Il portait le regard d'un soldat qui avait observé le terrain avant de percer un encerclement. Un soldat n'a pas besoin d'armes, il a juste besoin de savoir pourquoi il vaut la peine de se battre. Et cette fois, le champ de bataille était une salle de classe. L'ennemi ne portait pas d'uniforme, ne tenait pas de fusil, mais savait se cacher dans une douceur mortelle. Daniel ferma le carnet. Demain matin, il retournerait à l'école, non pas pour déposer ou récupérer sa fille, mais pour commencer à retourner la terre sous les talons de l'institutrice. Récréation. La cour de l'école d'Oakwood scintillait de soleil tandis que les enfants se déversaient comme de jeunes oiseaux libérés de leur cage. Aaron resta assis sur le banc de pierre à l'ombre du flamboyant, son cartable posé à côté de lui. Il tenait un livre de mathématiques mais ne lisait pas, ses yeux fixés sur le couloir où Mia était assise, recroquevillée sur les marches. La petite fille serrait ses genoux, le menton posé sur ses mains. Le vent agitait les mèches rebelles sur sa joue. Ses yeux fixaient le lointain, ne regardant rien, mais comme si elle était loin de cet endroit. Aaron se leva et s'approcha lentement, s'asseyant à côté de Mia. Il ouvrit la bouche pour dire quelque chose, la première phrase après de nombreuses semaines de simple observation. Mais Mia se tourna vers lui, pinçant les lèvres et baissant la tête, un réflexe bien appris. Aaron s'arrêta, sa main se serrant en un point. Juste à ce moment-là, mademoiselle Holloway sortit du couloir, ses talons au tapotant légèrement sur le carrelage. Son visage était parfaitement maquillé, son doux sourire prêt comme s'il avait un bouton. Elle se pencha, caressant la tête de Mia d'une manière fausse, comme une mère aimante. Mais Aaron entendit le murmure qui siffla entre ses dents, fait semblant d'être si pathétique. « Attends un peu !» La main d'Aaron sous la table se serra si fort que ses jointures blanchirent. Ce soir-là, la chambre d'Aaron n'était éclairée que par la lumière d'une petite lampe de bureau. À côté de lui, une canette de soda inachevée et quelques pièces de Lego non assemblées. Le garçon était assis tranquillement à son bureau, sortant un vieux téléphone noir. Un téléphone sans carte SIM, utilisant uniquement le Wi-Fi et l'enregistrement. Aaron ouvrit l'enregistrement, son doigt appuya sur lecture. Un son retentit, la voix d'une femme, froide, contenu, « Tu es une honte pour ton père, compris ?» Suivi d'un sanglot étouffé, court, tremblant, celui de Mia. Il ne tressaillit pas, mais les écouteurs étaient toujours enfoncés profondément dans ses petites oreilles. De l'autre main, Aaron ouvrit Word sur son ordinateur portable et commença à taper « Fichier, Mia .wave ». Contenu, extrait, Holloway insultant Mia. Heure, lundi, 2e heure, maths. Lieu, salle de classe 4B, coin droit de la rangée arrière. Note, Mia a reculé, le visage pâle. Il enregistra le fichier avec soin, le copiant sur une petite clé USB bleue. Il ne savait pas quoi faire ensuite, il savait juste que cela devait être sauvegardé. Le salon était toujours éclairé. La mère d'Aaron était au téléphone pour le travail, son ordinateur portable ouvert sur de nombreuses feuilles Excel. Il la regarda un instant à travers l'entrebâillement de la porte, puis ferma doucement la porte, sans rien dire. Le lendemain matin, pendant le cours d'art plastique, Aaron s'assit seul à une table au fond. Il n'assemblait pas de modèle comme les autres élèves, mais tripotait juste un bout de papier brouillon. Le papier était froissé avec quelques mots griffonnés, Mia. Holloway. Preuve audio. Il prévoyait de le ranger, mais en cherchant sa trousse, le papier tomba par terre sans qu'il s'en aperçoive.
Mademoiselle Gomez, l'enseignante stagiaire, vérifiait chaque table. Elle se pencha pour ramasser le papier, avec l'intention de le rendre à l'élève qui l'avait fait tomber. Mais ses yeux s'arrêtèrent quand elle lut les mots dessus. Son regard balaya la classe, puis s'arrêta sur Aaron. Le garçon leva les yeux. À ce moment-là, ils comprirent tous les deux que quelque chose avait commencé. Après l'école, Mademoiselle Gomez frappa à la porte de la bibliothèque où Aaron lisait un livre. Elle entra légèrement, sans porte-bloc, seulement un carnet et la clé USB que le garçon avait laissé sur son bureau en partant. « C'est à toi, Aaron ?» appela-t-elle doucement. Le garçon se retourna. « J'ai trouvé ça. » Elle posa la clé USB sur la table. « Et j'ai lu ce bout de papier aussi. » Aaron baissa la tête mais ne nia pas. Après un moment, il hocha la tête. Mademoiselle Gomez s'assit, ses yeux sérieux mais sans jugement. « Tu sais quelque chose à propos de Mia, n'est-ce pas ?» Aaron prit les écouteurs de son sac à dos et connecta la clé USB à son ordinateur portable. Je l'ai enregistrée quand elle pensait que personne ne pouvait l'entendre. Elle regarda le garçon pendant un long moment. Ses grands yeux derrière les fines lunettes révélaient de l'attention, mais pas de panique. C'était juste la première fois qu'un enfant trouvait un moyen de combattre l'injustice. Elle prit la clé USB. « Tu as fait du bon travail, Aaron. » Ce soir-là, le petit appartement que louait Mademoiselle Gomez n'était éclairé que par l'écran de l'ordinateur portable. Elle brancha ses écouteurs et lança le fichier audio. Son doigt reposait sur le pavé tactile mais ne bougeait pas. La voix glaciale de Holloway retentit. « Stupide gamine, tu fais honte à ton père. » Elle fit une pause, prenant une profonde inspiration. Le son suivant était un tremblement. On ne savait pas clairement de qui il venait, comme si ce qui retentissait n'était pas seulement une voix, mais toute l'obsession qu'une fillette de 9 ans luttait pour endurer. Elle retira les écouteurs, sa main tremblant légèrement, mais ses yeux n'étaient plus vagues. Une partie de la vérité s'était échappée de l'écran des mensonges. Ce n'était pas assez pour condamner, mais assez pour commencer une démolition. École primaire d'Oakwood, après les heures de classe, l'endroit devint désert. Mademoiselle Gomez se tenait devant la porte de l'infirmerie. Dans sa main, une petite clé USB enveloppée dans un mouchoir en papier. Elle avait hésité tout l'après-midi, mais avait finalement décidé de frapper. À l'intérieur, l'infirmière Anna triait les dossiers médicaux pour le week-end. Gomez entra tranquillement, comme si elle portait un vent discret. « Il faut que vous écoutiez ça. » Anna leva les yeux, son regard non pas surpris, mais simplement sombre. Les deux femmes s'assirent l'une en face de l'autre. Gomez brancha la clé USB sur l'ordinateur portable médical et ouvrit le fichier sans dire un mot. La voix de Holloway retentit. Gomez l'éteignit immédiatement après cette phrase. « L'élève qui m'a donné cet extrait s'appelle Aaron. Il l'a enregistré 2 fois. » Anna resta immobile. Après un long moment, elle parla. « Je sais que quelque chose ne va pas, et pas seulement aujourd'hui. Mais je n'avais rien de concret jusqu'à maintenant. » Elle se leva, ouvrit le classeur, sortit le carnet médical et le posa sur la table. « Voici toutes les notes sur Mia. Chaque ecchymose, chaque signe d'évitement. Je l'ai noté, je l'ai signalé. Mais personne n'a rien fait. » Gomez regarda le livre, puis leva les yeux. « On ne peut pas laisser un enfant affronter ça seul. » Anna hocha doucement la tête. « Alors nous avons besoin de quelqu'un qui nous croit. Quelqu'un d'assez tenace pour tirer la vérité au grand jour. » Elle regarda Gomez. « Nous avons besoin de Daniel. » Le lendemain après-midi, un petit café en périphérie de la ville. Par la grande baille vitrée, le soleil couchant filtrait à travers les stores en bambou, projetant des ombres sur la table en bois. Daniel Vargas attendait, les manches de sa chemise retroussées, son carnet posé devant lui. Il l'avait lu 3 fois mais feuilletait encore de la première à la dernière page. La sonnette de la porte retentit. Clara entra la première, sa main crispée sur la fermeture éclair de son sac à main, ses yeux pleins d'hésitation. La suivaient Mademoiselle Gomez et l'infirmière Anna. Elles s'assirent sans commander d'eau. Pas besoin de présentation. Clara parla la première, la voix étranglée. « J'ai vu Mia agir bizarrement depuis longtemps, mais je ne savais pas quoi faire. Je pensais juste secouer la tête. Tu n'es pas la seule. » Il les regarda droit dans les yeux, une par une, puis dit « J'ai affronté des ennemis sur le champ de bataille, mais je n'accepterai pas de laisser tranquille celui qui se tient derrière mon enfant. » Gomez sortit la clé USB. « Voici l'enregistrement. » La voix de Mademoiselle Holloway est claire. Anna ouvrit le carnet médical. Toutes les fois où Mia a été blessée coïncidant avec ses cours. Clara baissa la tête.
Certaines nuits, Mia criait dans son sommeil. Elle disait « Ne me tire pas ». Je ne comprenais pas. Daniel ouvrit son carnet. La page du milieu était le diagramme en toile d'araignée qu'il avait dessiné la veille. Au centre, le nom Holloway, entouré de petites branches, échymoses, évitements, paroles anonymes, enregistrements, signes psychologiques. Il traça une autre branche, Gomez, témoignages oculaires. Anna, dossiers médicaux. Clara, comportement psychologique à la maison. Nous avons des preuves, nous avons des témoins, nous avons un schéma comportemental. Mais Anna hésita. Si nous le donnons au directeur maintenant, ils la couvriront. Mademoiselle Holloway a de bonnes relations avec les parents du conseil d'administration. Alors nous devons aller plus loin, dit Daniel. L'atmosphère dans le café s'alourdit. Tout le monde comprenait que ce qu'il s'apprêtait à faire pourrait entraîner une réaction féroce. Mais cette atmosphère portait aussi le sentiment de quelqu'un qui se tient du bon côté pour la première fois. Gomez serra la main. J'ai contacté un avocat d'une organisation de protection de l'enfance. S'il y a des preuves et une confirmation médicale, ils peuvent forcer l'école à ouvrir une enquête indépendante. Il faut plus d'histoires d'élèves, dit Anna. J'ai un enfant qui a dit qu'il ne voulait pas s'asseoir près de Mia parce que mademoiselle Holloway gronde souvent la petite fille. Ils peuvent témoigner. Daniel hocha la tête. Je m'en occupe. Avant de se séparer, les quatre restèrent assis quelques minutes de plus en silence. Clara regarda Daniel, sa voix petite. Tu ne m'en veux pas, n'est-ce pas? De ne rien avoir fait plus tôt. Daniel regarda sa belle-sœur, ses yeux pas doux, mais sa voix moins d'acier. Nous le faisons maintenant, et c'est ce qui compte. Ce soir-là, à la maison, Daniel rouvrit son carnet. Sur la première page, il écrivit une grande ligne en gras, la vérité ne se tait plus. Puis il tourna sur une nouvelle page, dessinant un plan. Étape 1, rassembler des preuves complètes. Étape 2, contacter un avocat. Étape 3, envoyer le dossier, non pas par le directeur, mais directement au Conseil de l'éducation et à l'Agence de protection de l'enfance. Il souligna chaque étape, puis ferma le carnet. Se levant, il se dirigea vers la chambre de Mia. La porte de la chambre de l'enfant était entr'ouverte, la veilleuse projetant une douce lueur. Mia dormait, serrant le lapin en peluche. Ses paupières tressaillaient encore légèrement, comme si elle n'avait pas terminé son rêve. Daniel resta silencieux un long moment, murmurant « Je te promets que plus personne ne pourra te faire de mal. » Demain matin, il retournerait à l'école, non pas comme un père venant chercher sa fille, mais comme quelqu'un qui avait traversé la guerre. Et cette fois, il allait gagner. Mardi matin, la douce lumière du soleil brillait sur la cour de l'école. Les portes de l'école étaient toujours bondées comme d'habitude, mais il y avait quelque chose d'un peu différent dans l'atmosphère, un petit mouvement souterrain, comme le courant sous la glace. Daniel Vargas sortit de la voiture, ouvrant la portière passager pour Mia. La petite fille était toujours silencieuse, mais en sortant de la voiture, ses yeux regardèrent lentement autour d'elle, comme si elle sentait le changement qu'elle-même n'avait pas encore défini. Il se pencha pour ajuster les bretelles de son sac à dos, murmurant « Papa va rester un peu pour rencontrer ta maîtresse. » Mia leva les yeux, l'inquiétude brillant dans son regard, mais elle hocha doucement la tête, ne demandant rien de plus. Daniel serra légèrement l'épaule de sa fille, puis la regarda disparaître dans le couloir. Il se dirigea lentement vers le bureau du directeur, ses yeux s'arrêtant sur chaque détail. Les plaques nominatives des classes, les bancs de pierre, les caméras de sécurité dans le coin du mur. Pas un seul détail ne lui échappait. Au bureau, il frappa à la porte, entrant avec un doux sourire. « Bonjour, je suis Daniel Vargas, le parent de Mia en classe 4B. » La secrétaire leva les yeux, un peu surprise par l'attitude calme mais claire de l'homme. Daniel continua, « J'aimerais prendre rendez-vous avec la directrice. Il y a quelques points que je voudrais aborder. » « Oui, laissez-moi vérifier son emploi du temps. » La secrétaire ouvrit l'ordinateur maladroitement. Daniel souriait toujours, mais ses yeux ne quittaient pas l'écran qu'elle regardait. « Ce n'est pas urgent, tant que je peux lui parler en privé et au bon moment. » Dans la classe 4B, la matinée commença par un cours de géographie. Mia était assise au fond de la table, comme d'habitude, mais sa posture était un peu différente aujourd'hui. Elle baissait toujours la tête, mais son dos n'était plus courbé sur la table. Ses mains n'étaient plus crispées comme d'habitude. Mademoiselle Gomez, assise derrière la classe, observait chaque petit mouvement de Mia, comment elle levait la tête pour écouter la leçon pendant quelques secondes, comment elle écrivait lentement mais sans s'arrêter au milieu. Et surtout, il n'y avait plus le regard craintif des jours précédents.
Dehors, Mademoiselle Holloway donnait son cours et jeta un coup d'œil à la fenêtre du couloir. Daniel Vargas était là, ne faisant rien, juste debout, appuyé contre la balustrade en bois, les yeux regardant droit dans la classe, aussi calme qu'un père attendant que son enfant sorte de l'école, mais aussi comme quelqu'un qui attendait une embuscade, attendant que sa proie apparaisse. Holloway marqua une légère pause dans ses paroles, mais sourit immédiatement. Les enfants, qui sait dans quel pays coule le Nil? Sa voix était toujours douce, mais une ombre venait de se glisser dans le coin de son œil. Heure du déjeuner. Les élèves se précipitèrent hors de la classe. Mia, comme d'habitude, prit sa boîte à lunch à une table près de la fenêtre, l'endroit qu'elle choisissait habituellement pour s'asseoir seule. Mademoiselle Gomez s'approcha, tenant sa propre boîte à lunch, et s'assit à côté d'elle. « Il y a encore un beau soleil ici, hein ?» dit-elle doucement, sa voix comme si elle ne parlait que du temps. Mia hocha doucement la tête. Un instant plus tard, en ouvrant sa boîte, Gomez murmura assez bas pour que seule Mia l'entende, « Quelqu'un est de ton côté. » Tout le monde ne la croit pas. Mia s'arrêta, sa main suspendue en l'air. Lentement, elle se tourna pour regarder Gomez. Ses yeux avaient encore un air de suspicion, mais pour la première fois, une très petite lumière jaillit, comme si elle voyait une porte s'ouvrir, même si elle n'était pas sûre de pouvoir la franchir. Tard dans l'après-midi, Daniel traversa lentement le couloir, prétextant retourner au bureau du directeur sous le motif d'avoir oublié son portefeuille. Il sourit poliment à la secrétaire et prit la direction opposée. En passant devant la salle de réunion à l'arrière, il laissa tomber doucement son trousseau de clés par terre, si naturellement que personne ne se rendit compte que c'était intentionnel. À ce moment-là, la porte de la salle de réunion 2 s'ouvrit d'une petite fente. De l'intérieur, une voix retentit, basse et rapide comme un murmure, mais tranchante comme une fine lame. « Il prépare quelque chose? Si les enfants commencent à trop parler, je les prendrai un par un à la gorge. » La voix de Holloway, sans équivoque. Plus la douceur légère pour séduire les adultes, mais quelque chose de froid et sec comme du béton pas complètement sec. Daniel s'arrêta un instant, gardant la posture de se pencher pour ramasser les clés. Son pouce glissa silencieusement sur le dos du téléphone, une opération familière pour ouvrir le mode d'enregistrement avec le raccourci qu'il avait réglé depuis son temps de soldat. Il se rapprocha du mur, comme s'il appuyait accidentellement son épaule pour se reposer, l'oreille inclinée vers la porte, les yeux regardant vers le couloir devant pour maintenir une apparence naturelle. De l'intérieur, la voix de Holloway continua, toujours à voix basse mais chaque mot clair, « Ce sont des enfants. Qui les croirait? Et si un enfant ose parler, j'ai un moyen. Leurs parents sont occupés à gagner de l'argent, personne n'a le temps de remettre en question mes paroles. » Silence un instant. Le bruit d'un stylo qui tourne, le grincement léger d'une chaise. Ils doivent avoir peur, doivent savoir se taire. Les enfants faibles comme Mia sont les plus faciles à contrôler. Daniel serra légèrement la sangle de son sac. Dans sa tête, ses sons s'assemblaient pièce par pièce avec les blessures, visibles et invisibles, que sa fille avait portées au cours des 2 derniers mois. Il fit un pas en arrière, faisant semblant de venir de réaliser quelque chose, se tapota légèrement le front, puis se retourna et s'éloigna. Sa main éteignit l'enregistrement, sauva le fichier et l'envoya directement à son email personnel pour sauvegarde. Un fin sourire apparut au coin de ses lèvres. La bande était courte, pas plus d'1 minute, mais assez longue pour révéler la nature d'une personne cachant un couteau derrière un rouge à lèvres. Assez pour éteindre tous les doux démentis. Et surtout, assez pour que Mia, Aaron et les autres enfants n'aient plus à avoir peur en silence. Ce soir-là, à la maison, Daniel envoya l'enregistrement à un groupe de discussion privé de 3 personnes, Anna, Gomez et Clara. Le message d'accompagnement, Holloway vient de passer un appel. J'ai un enregistrement. Une voix menaçant les élèves. Pas de nom spécifique, mais le contexte est clair. Gomez répondit la première, je l'enverrai au dossier supplémentaire. Si la directrice essaie de couvrir l'affaire, nous avons besoin de quelqu'un de plus haut placé. Anna continua, je connais quelqu'un au département de l'éducation. Je peux envoyer un résumé officieusement. Ils garderont le secret si nous le demandons. Daniel ouvrit l'ordinateur. Sur l'écran, le fichier PDF qui se complétait progressivement. Titre, rapport d'abus psychologique, classe 4B, Holloway. Pièces jointes, enregistrement de l'élève Aaron, enregistrement du couloir, note du carnet médical, analyse du comportement de l'élève par Gomez, observation à la maison par Clara, note sur les réflexes et questions du parent. Daniel. Gomez envoya une autre ligne, je l'imprimerai demain matin. Si la directrice ne signe pas, nous l'enverrons directement au département.
Daniel regarda l'écran pendant un long moment. Il savait que ce n'était pas assez pour traduire Holloway en justice, mais assez pour ouvrir la première porte dans l'obscurité. Le lendemain, à l'heure du déjeuner, la cantine de l'école bourdonnait comme d'habitude. Les tables et les chaises étaient disposées en groupes, les élèves se rassemblant en groupes familiers. Mais dans un coin éloigné, où la lumière de la fenêtre brillait obliquement, Mia était toujours assise seule avec sa petite boîte à lunch. Aaron apparut, tenant son plateau de nourriture. Il s'approcha lentement, s'asseyant tranquillement en face d'elle. Mia leva les yeux, stupéfaite. Elle était habituée à être seule, même la lumière évitait souvent l'endroit où elle s'asseyait. Aaron ne parla pas tout de suite. Il ouvrit sa brique de lait, prit une inspiration, puis dit doucement, « J'ai entendu hier qu'elle a dit que tu étais stupide. Mais je ne pense pas que tu sois stupide. Je l'ai enregistré aussi. » Mia ne répondit pas, mais la main qui tenait les baguettes cessa de trembler. Elle regarda Aaron plus longtemps que d'habitude. Ce n'était ni un hochement de tête ni un sourire, mais le silence d'aujourd'hui ne portait plus la signification de la peur. C'était comme un soupir, petit et léger, mais pour la première fois autorisé à être expiré. Cet après-midi-là, Mademoiselle Gomez surveillait la cour de l'école quand Sophie, une élève de la classe 5A, s'approcha timidement. « Mademoiselle Gomez, j'étais dans la classe de Mademoiselle Holloway l'année dernière. » Gomez se pencha doucement. « Oui, je me souviens de toi. Qu'est-ce qui ne va pas, Sophie ?» Sophie baissa les yeux sur ses chaussons de ballet rose, ses mains agrippant le coin de sa chemise. Elle me traitait de grosse. Elle disait que j'étais nulle devant mes amis. Gomez ne répondit pas tout de suite. Elle posa sa main sur l'épaule de la petite fille. « Veux-tu m'en dire plus clairement ? Avec ta maman ou ton papa présent ? Je peux demander la permission de l'enregistrer pour protéger ce que tu dis. » Sophie hésita. « Si je le dis, ma maman ne sera pas en colère ? » Gomez sourit. « Je suis sûr que ta maman sera fière. » Ce soir-là, dans un petit salon de thé près du parc, Daniel Vargas rencontra 4 autres parents. C'étaient ceux qui avaient lu le post anonyme apparu le matin sur le forum des parents de l'école d'Oakwood, avec le titre « Savez-vous vraiment qui enseigne à votre enfant chaque jour ?» L'un d'eux était Monsieur Harry, père de Carrick en classe 4B. Il s'assit droit, le visage sérieux. « Mon petit gars est dans la classe de Holloway depuis le début de l'année. Après quelques mois, il a commencé à faire pipi au lit toutes les nuits. Au début, je pensais qu'il était stressé par autre chose, mais il évitait toujours les questions sur la classe. » Une autre mère, Madame Leakey, dit « Ma petite fille a été forcée de rester debout pendant toute la leçon pour avoir mal écrit le nom d'une rivière. Elle disait souvent « Mademoiselle Holloway ne m'aime pas, mais je n'y prêtais pas attention. » Daniel hocha la tête. « Si vous êtes d'accord, je vais compiler les histoires, sans donner les noms des enfants, juste en enregistrant les paroles des parents. Chaque personne, une histoire, mais mises ensemble, elles formeraient une grande carte. » Ils donnèrent des messages, des photos d'échymoses, des enregistrements d'enfants racontant des histoires d'une voix tremblante. Daniel rassembla tout sans changer d'expression, mais ses yeux devinrent plus perçants. Le lendemain matin, l'infirmerie de l'école reçut 3 demandes de réunion privée de parents, avec le même contenu, vouloir vérifier le comportement d'un enseignant. Mademoiselle Gomez reçut 4 emails d'anciens élèves, racontant comment Mademoiselle Holloway les avait grondés, humiliés ou punis de manière inhabituelle. Un élève de 6e année, maintenant au collège, envoya un message « Je n'oublierai jamais la façon dont elle me regardait, comme si j'étais une erreur, pas une personne. » Au même moment, dans le bureau de la directrice, l'atmosphère se solidifiait comme une couche de poussière qui n'avait pas été nettoyée depuis longtemps. La directrice Morton posa le dossier sur la table. En face d'elle se tenait Mademoiselle Holloway, portant toujours un gilet violet clair, les cheveux soigneusement attachés, mais son front était couvert de sueur. Mademoiselle Holloway, j'ai reçu des retours de nombreuses sources sur la façon dont vous communiquez avec les élèves. Avez-vous quelque chose à dire avant que nous n'ouvrions l'audience de preuve ? Holloway sourit légèrement. La directrice sait que les enfants s'agitent facilement. Je suis toujours sérieuse, mais avec amour. Il y a un enregistrement, interrompit Morton. Je l'ai écouté. Le visage de Holloway se figea un instant. Morton ne dit rien de plus, repoussant simplement le dossier. Le conseil tiendra une réunion interne vendredi. Pour l'instant, vous êtes prié de cesser d'enseigner directement. Ce n'est pas une mesure disciplinaire, c'est juste une étape temporaire dans le processus de vérification. Cet après-midi-là, le parking derrière l'école était désert.
La portière de la voiture argentée claqua contre la carrosserie quand Holloway monta. Elle jeta son sac à main sur le siège passager, les mains tremblantes. « Bande de salauds ? Vous osez ?» Elle frappa fort le volant, son visage ne pouvant plus maintenir un sourire. Pour la première fois en 7 ans d'enseignement ici, elle avait peur. Dans le petit appartement de Daniel, lui, Gomez et Anna, ainsi que Clara, étaient assis autour de la table. Le dossier était presque complet. Daniel barra une dernière ligne, chaque enfant porte une voix en lui. Le travail des adultes est d'écouter et de ne pas les laisser avoir à crier de désespoir. L'audience. Conseil de l'éducation du district 17, salle de conférence de l'école d'Oakwood. La pièce était simplement décorée, une longue table rectangulaire au milieu, 2 rangées de chaises se faisant face. Des néons blancs éclairaient silencieusement les visages qui s'efforçaient de rester calmes en serrant les poings sous la table. Sur le mur, le logo du département de l'éducation était tranquillement présent, comme un œil vigilant. Daniel Vargas était assis du côté gauche, celui des parents et des témoins. À côté de lui, Clara, sa main agrippant fermement le bord de la chaise. Mademoiselle Gomez et l'infirmière Anna étaient également présentes, chacune portant une pile de documents soigneusement marqués. En face, Mademoiselle Holloway apparut à l'heure. Un gilet beige, une jupe simple, son sourire toujours intact comme lorsqu'elle était en classe. Mais sous ses yeux, des cernes nouvellement apparues, et ses doigts s'entremêlaient constamment. À côté d'elle, l'avocat de l'école, maître Reban Marx, taciturne mais aux yeux perçants. La directrice Morton commença. Elle s'éclaircit la gorge, puis lut une courte déclaration d'ouverture, soulignant qu'il s'agissait d'une audience interne, pas d'un tribunal, mais qu'elle pouvait conduire à la discipline la plus élevée pour les membres du corps professoral. Mademoiselle Holloway, dit-elle, nous avons devant nous des documents sérieux avec de nombreuses sources de vérification de la part des parents, des enseignants et du personnel médical de l'école. Avez-vous quelque chose à présenter avant que nous n'ouvrions l'audience de preuve ? Mademoiselle Holloway se leva, sa silhouette toujours droite, ses yeux balayant légèrement la pièce, sa voix lente. Je ne nie pas être stricte dans mon enseignement. Les enfants d'aujourd'hui manquent de discipline, et je ne fais que ce qui est nécessaire pour les former à devenir des personnes. Une parente, Madame Lily, sursauta. Vous avez traité mon enfant d'inutile en plein milieu de la classe. Il est rentré à la maison et s'est enfermé dans sa chambre pendant 3 jours. C'est ça, la formation ? La directrice leva la main pour signaler l'ordre, mais personne ne pouvait plus garder son calme. Vous avez pincé la main de mon enfant jusqu'à ce qu'elle soit bleue, dit que sa mère était irresponsable et médiocre devant ses amis, dit un autre père. Daniel ouvrit son carnet, poussant la clé USB vers le conseil. Voici un enregistrement d'un élève de sa classe. La voix de Mademoiselle Holloway est claire, traitant une petite fille de honte pour son père, accompagnée du son de ses pleurs. L'avocat Marx intervint, l'enregistrement n'est pas autorisé en classe sans consentement. Gomez leva la tête. Les enfants ont le droit d'être protégés. Et quand les adultes n'écoutent pas, ils ont le droit de parler de n'importe quelle manière. Anna distribua le dossier médical. Ci-dessous se trouvent 8 cas de blessures mineures accompagnées de réactions psychologiques anormales d'une seule élève, tous coïncidant avec les cours de Mademoiselle Holloway. Clara posa sa main sur sa poitrine. La petite fille appelait sa mère dans son rêve, disait « Ne me tire pas ». Je pensais qu'elle rêvait de sa mère décédée, mais maintenant je sais. Elle ne rêvait pas, elle se souvenait. Chaque personne, un mot. Chaque personne, une preuve. Du côté du conseil, les membres commencèrent à murmurer. Un membre du conseil de révision des ressources humaines tapota un stylo sur la table, les yeux prudents. Nous avons consulté la loi sur l'éducation et les règlements du corps professoral. Un comportement répété qui cause un préjudice psychologique ou physique aux élèves, qu'il soit indirect ou direct, est considéré comme de la maltraitance scolaire. Mademoiselle Holloway maintenait toujours une expression froide. Mais quand on lui demanda « Pouvez-vous expliquer pourquoi 3 élèves vous ont évité et pourquoi vos anciens élèves ont également décrit des expériences similaires ?» Elle resta silencieuse. 1 minute, 2 minutes. Pas un mot. Daniel resta assis, mais ses yeux n'étaient plus en colère. Il regardait juste tranquillement. Dans son cœur, il savait que cette bataille n'avait pas besoin d'armes. La vérité, une fois dite, ouvrirait son propre chemin. À la fin de l'audience, la directrice Morton annonça, sur la base des preuves, des témoins et des conclusions du Conseil de révision du comportement du corps professoral, le contrat d'enseignement de Mademoiselle Holloway sera résilié avec effet immédiat.
Le dossier sera transmis au département de l'éducation pour un examen plus approfondi des mesures professionnelles à l'échelle du district. Mademoiselle Holloway ne discuta pas, ne pleura pas non plus. Elle se leva simplement, prit son sac et sortit de la pièce. La porte se referma derrière elle légèrement, mais sonnant comme la fin de quelque chose qui avait duré trop longtemps. Cet été-là arriva tôt, doucement, comme une brise chaude rampant sur le seuil. L'école primaire d'Oakwood, après la tourmente, avait retrouvé son rythme familier, le son des tambours, les rires, l'odeur des cahiers et de la colle flottant faiblement dans l'air. Mais dans la classe 4B, quelque chose avait changé. Pas les tables et les chaises, pas le flamboyant dans la cour, mais la façon dont les enfants se regardaient. Mia entra en classe ce matin-là avec une toute nouvelle barrette papillon. Son joli petit sac à dos imprimé d'un lapin blanc se balançait à ses pas. Elle ne marchait plus vite comme si elle avait peur d'être en retard, ni ne baissait la tête comme si elle avait peur que quelqu'un la voie. Mia marchait lentement, juste assez pour entendre le son de ses chaussures toucher le sol de la classe, comme pour confirmer qu'elle appartenait vraiment à cet endroit. À l'intérieur, Aaron était déjà assis à une table près de la fenêtre. Quand il vit Mia, il lui fit un petit signe de la main, pas trop enthousiaste ni forcé, juste un simple salut silencieux qui suffit à faire briller un peu les yeux de la petite fille. Mia s'assit à sa chaise, ouvrit sa trousse et se prépara pour la nouvelle leçon. Ses épaules n'étaient plus voûtées. Ses petites mains avaient encore des callosités des fois où elle avait serré le chiffon trop fort, mais aujourd'hui, elle tenait un stylo, sans trembler. Mademoiselle Gomez entra, posant une pile de livres de mathématiques sur la table. Sa voix était aussi légère que le soleil du matin. « Nous allons faire un petit problème de maths pour commencer la semaine, d'accord ?» Toute la classe dit oui à l'unisson. Et pour la première fois en un semestre, Mia éleva aussi sa voix, petite mais claire, oui. Mademoiselle Gomez s'arrêta un instant, puis offrit un sourire chaleureux. L'après-midi, quand la cloche de la fin des cours sonna, Daniel se tenait à la porte de l'école, les mains dans les poches, les manches de sa chemise retroussées. Ses yeux fixaient la salle de classe. Il ne se cachait plus sous une casquette de baseball ou une veste militaire. Aujourd'hui, il était un père comme les autres. Mais dans son cœur, il portait toujours une croyance trempée par le vent et le gel. Sa fille avait retrouvé une partie de sa propre lumière. Mia courut vers lui, pas trop vite, mais ses yeux ne l'évitaient plus. Quand elle arriva près de lui, elle leva la tête, disant d'une voix naturelle, « Aujourd'hui, ma classe a fait un quiz. J'ai eu une bonne note. » Daniel se pencha, prit la main de sa fille et sourit. « Je savais que tu pouvais le faire. » Le père et la fille se dirigèrent vers la voiture. Clara attendait là, tenant un sac de pain tout juste acheté dans une boutique près de la maison. Elle entendit un Mia. « Toast à la confiture de fraises. Tu as dit que tu en avais envie hier. » Tati s'en est souvenue, alors elle est passée en acheter. Mia le prit, en prit une petite bouchée, puis leva les yeux et dit doucement « Merci, Tati. » Clara regarda sa nièce, ses yeux n'étant plus gris et opaques, mais commençant à avoir des nuances plus douces. Elle hocha doucement la tête, comme si elle avait peur de briser quelque chose de fragile. Ce soir-là, le petit appartement de la famille était chaleureusement éclairé. Daniel cuisinait dans la cuisine, les spaghettis que Mia aimait tant quand sa mère était en vie. Clara mettait la table. Mia était assise sur une chaise haute, faisant ses devoirs, jetant de temps en temps un coup d'œil dans la cuisine pour demander « Tu n'as pas mis trop d'oignons ?» Daniel cria de la cuisine « J'ai goûté, ce n'est pas piquant. » Clara rit. « Et si c'est piquant, ajoute juste plus de fromage. Notre cuisine a toujours du fromage, tu te souviens ?» Mia hocha la tête, plia son livre et courut dans la cuisine pour aider, saupoudrant des herbes sur l'assiette. Quand les trois s'assirent autour de la table, le bruit des couteaux, des cuillères et des rires se mêlait, petit mais réel. Daniel regardait sa fille manger joyeusement, son cœur se réchauffant comme après une tempête. Chaque petit geste de Mia, ou le fait qu'elle osait commenter la nourriture, osait lever la main en classe, osait marcher lentement dans la cour de l'école sans avoir peur d'être vue, était un petit pas vers la lumière. Ce samedi-là, toute la famille alla au parc près du lac. Daniel apporta un vieil appareil photo, Clara prépara des sandwichs, Mia enfourcha son vélo fraîchement réparé. D'autres enfants couraient sur la colline herbeuse, et pour la première fois depuis des mois, Mia se joignit à eux. Quand une petite fille nommée Lily demanda « Tu veux jouer au football ?» Mia hocha la tête. Clara regarda Daniel, murmurant « Elle revient progressivement, n'est-ce pas ?» Daniel ne répondit pas tout de suite. Il leva simplement l'appareil photo, prenant une photo de sa fille tapant dans le petit ballon, ses cheveux flottant au vent, souriant largement avec ses amis. « Oui,
elle revient. Mais cette fois, avec une clôture de protection autour d'elle. À midi, de retour à la maison, Mia se blottit dans les bras de Clara, murmurant « Maman me manque, mais maintenant je n'ai plus peur de rêver ». Clara caressa les cheveux de la petite fille. Daniel sortit de la cuisine, l'entendit mais n'interrompit pas, se contentant de rester là, silencieux. Parce que maintenant, quand je me réveille, je sais que papa et Tati sont toujours là, continua Mia. Daniel s'assit, posant sa main sur l'épaule de sa fille, chaude et sûre. Et tu es là aussi, forte, vraiment. Ce soir-là, avant de s'endormir, Mia ouvrit le tiroir et sortit le vieux lapin en peluche. L'oreille était toujours effilochée, mais recousue proprement. La petite fille le posa à côté d'elle, monta dans son lit et dit doucement « Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de te serrer dans mes bras pour dormir. » Clara se tenait à la porte, silencieuse un instant. Daniel s'approcha, embrassa sa fille sur le front. « Tu as encore un peu grandi. » Mia ferma les yeux, marmonnant « Je ne veux pas grandir trop vite. Je veux juste vivre pour de vrai. » La veilleuse s'éteignit, la chambre devint silencieuse. Dehors, dans le salon, Daniel écrivait dans son carnet. Juin. Ciel clair. Mia ne dit plus j'ai peur. Non pas parce qu'elle a oublié la peur, mais parce qu'elle sait qu'elle n'est pas seule. Il posa son stylo, ferma le carnet. Dans son cœur, le champ de bataille s'était retiré. Et ce qui restait était un foyer, une douce lumière du soleil, et un enfant qui réapprenait à sourire. L'histoire de Daniel et Mia n'est pas seulement le parcours pour démasquer un tyran, mais aussi le parcours d'un père qui apprend à écouter en silence et à se lever au bon moment. Parfois, pour sauver un enfant, il n'est pas nécessaire de crier fort. Il suffit de quelqu'un d'assez patient pour regarder profondément dans ses yeux et d'assez courageux pour croire qu'il n'invente pas sa douleur. Personne ne n'est prêt à protéger quelqu'un du mal, mais peut-être que l'important n'est pas que nous sachions quoi faire, mais que nous ayons assez d'amour pour ne pas détourner le regard. Que pensez-vous de cette fin? Si vous étiez Daniel, auriez-vous agi différemment? Avez-vous déjà douté de votre propre intuition pour ensuite le regretter? Et si vous, ou quelqu'un que vous connaissez, portez quelque chose de non dit, s'il vous plaît, souvenez-vous que personne ne devrait avoir à souffrir seul. Je suis là, je lis chaque commentaire et j'écoute. Vraiment.